Avant toute chose, vous avez besoin de télécharger les 3 logiciels que j'ai listés ici. 7-zip pour décompresser les fichiers zip, mais vous pouvez prendre WinRAR, WinZip, etc. 7-zip est gratuit. Le logiciel SOX v14.0.1 qui est indispensable pour la prise en compte des fichiers son à extension WAV. Sinon, lorsque vous essayez de les intégrer, vous aurez un message d'erreur dans POI Loader. Le troisième logiciel, c'est POI Loader. Donc là, vous avez soit pour Windows, soit pour Mac. POI Loader est le logiciel qui va prendre les données, les fichiers images et les fichiers son. Il va les compiler dans un fichier à extension GPI qui sera interprétable par le GPS afin de générer les fichiers, l'affichage des fichiers images sur l'écran du GPS, ainsi que les alertes sonores liées au fichier CSV. En ce qui concerne SOX, je donne un lien dans le détail de la vidéo afin de voir comment l'installer sur le PC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut impérativement la version 14.0.1, sinon vous aurez un message d'erreur lorsque POI Loader essaie d'intégrer les fichiers son pour en faire un fichier compilé à extension .gpi. Une fois que vous avez téléchargé et installé les 3 logiciels évoqués précédemment, il faut aller sur des sites où on peut trouver les différents fichiers CSV, BMP et WAV. Nous, on va prendre comme exemple le site Tontomax parce que c'est un des mieux faits et dont les bases de données sont les plus complètes et régulièrement mises à jour. Donc je vous donne les liens vers les différents sites dans le détail de la vidéo. Ici, vous retrouvez le lien et vous voyez, vous avez tous ces liens que je donnerai, que je noterai dans le détail. Alors, on va commencer par s'authentifier puisque il faut, comme sur la plupart des sites, être membre, donc s'inscrire avant. Si ce n'est pas le cas, il vous faudra le faire. Et ensuite, vous aurez votre login et mot de passe qui vous permettront d'accéder à tout le site et dont la page qui nous intéresse. Moi, j'enregistre jamais les mots de passe, donc voilà, je mets souvenir. Et donc, au moyen du lien que je vous ai indiqué au tout début, une fois que vous êtes authentifié, vous pourrez avoir accès à la page des zones de danger, et notamment ici, vous voyez un certain nombre de statistiques, et juste au-dessus, les dates de mise à jour. Ici, c'est très important puisque, en fonction du type de GPS, vous aurez accès à des fichiers de nature différente. Dans notre cas, on va sélectionner Garmin. Et une fois sélectionné Garmin, vous arrivez sur la page des fichiers mis à jour par notre fondateur du site Sorcière Monique, qui est, vous voyez, Sorcière Monique, qui a son compte aussi sur Tontomax. Alors, quand vous descendez, vous retrouvez des statistiques et vous avez un petit peu plus bas l'ensemble des fichiers qui peuvent nous intéresser. On peut voir les fichiers CSV, ça ils sont communs pour tous les GPS Garmin. On a des fichiers BMP à différents formats, puisque en fonction des évolutions, les GPS Garmin ont pu lire des fichiers images toujours au format BMP mais de nature différente. Et là on voit qu'on en a de taille de 22 par 22, de taille 24 par 24 et de taille 44 par 44, sachant que vous avez la précision juste en dessous de données par Monique de quel type de GPS peuvent lire ces différents fichiers. Alors, quelque chose auquel il faut faire quand même attention, surtout quand on habite en agglomération, c'est que avec un nombre important de POI, parce que les zones de danger sont aussi des POI, la carte peut devenir assez vite illisible. Donc la taille des fichiers peut être aussi importante, parce que si vous mettez des
des icônes dont la taille est grande et qu'il y en a beaucoup, vous n'allez plus rien voir, notamment dans la région parisienne ou dans les autres grandes agglomérations, Lille, Marseille, Bordeaux, etc., où ça devient l'enfer. Donc à vous de voir, à votre convenance. Sur les grands GPS, on prend du 44 par 44 avec les fichiers CSV. Alors vous pouvez avoir des fichiers WAV ou des fichiers MP3, sachant que les fichiers MP3 ne sont pas lus par tous les GPS Garmin, plutôt des GPS d'ancienne génération, puisque ça a été un petit peu abandonné du côté format MP3. Donc je vous conseille, bon évidemment l'énorme avantage des fichiers MP3 c'est la taille. Donc ça a un impact direct sur la taille du fichier qui va être généré. Ceci dit, la plupart des GPS, surtout après 2013-2014, ne lisent pas ces fichiers-là. Donc c'était vraiment l'énorme avantage. Autrement, en termes de qualité, bon, ce ne sont que des annonces, donc on n'a pas besoin non plus d'une qualité sonore extraordinaire. Moi, je vous conseille de prendre directement les fichiers WAV qui sont ici. Comme ça, vous êtes sûr d'assurer la compatibilité complète, tous les GPS Garmin pouvant lire les fichiers WAV. Donc je vais télécharger les fichiers CSV, voilà, enregistrer sous, on les trouve, vous les mettez n'importe où, dans une arborescence, de façon à pouvoir les décompresser après. Je l'avais déjà téléchargé, donc je remplace. Je vais prendre des 44 par 44 pixels, que j'enregistre, voilà. Et je vais prendre les fichiers WAV que j'enregistre aussi au même endroit. Voilà. Donc cette partie-là sur le site TomTomMax est terminée. En général, on se déconnecte toujours d'un site quand on en sort, mais on peut en avoir besoin, donc je laisse comme ça pour l'instant. Il va falloir maintenant décompresser les 3 fichiers zip qu'on a téléchargés sur le site de TomTomMax. Il faut savoir que vous avez un module de décompression en natif sur Windows, mais moi je le trouve pas très convivial et pas très ergonomique, on va dire. Donc moi j'ai choisi de prendre cette zip. Vous pouvez en prendre un autre, hein, sachant que il y a plusieurs moyens d'extraire des fichiers d'un fichier zip. Là je vais vous montrer le moyen qui me paraît le plus simple et qui permet de ne pas être perdu dans les méandres, on va dire, des arborescences. Donc si je commence par le fichier CSV, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris sur le fichier CSV zip, pardon. Vous avez le menu contextuel qui s'affiche et vous faites ouvrir l'archive. À ce moment-là, via une fenêtre 7zip qu'on voit ici, vous avez accès au contenu du fichier zip. Vous sélectionnez tout, soit avec CTRL A, soit avec la souris en dessinant un carré autour des fichiers, soit en faisant édition, sélectionnez tout. Vous prenez ensuite tous les fichiers, vous faites un cliquer-glisser vers le dossier que vous aurez choisi. Il faut savoir qu'il faut que tous les fichiers CSV, WAV et BMP soient dans le même dossier pour que POI-Loader les prenne en compte tous ensemble. Donc je ferme la première fenêtre et maintenant on va faire la même chose avec les fichiers BMP. Je clique sur le bouton droit de la souris, je cherche la ligne 7zip et je fais ouvrir l'archive. Je sélectionne tous mes fichiers et je fais un cliquer-glisser vers le même dossier où je viens de mettre les zones de danger, les fichiers CSV. Ça c'est fait, je ferme la fenêtre et je vais passer au fichier wav.zip. Bouton droit de la souris, je cherche 7zip, j'ouvre l'archive, je sélectionne tout et je les envoie dans le même dossier que les autres fichiers. Je peux fermer ma fenêtre, pardon, 7zip et j'ai bien tous mes fichiers CSV, WAV et BNP au même endroit. Je peux laisser les fichiers zip ici puisqu'ils ne sont pas pris en compte par POI-Loader, mais je peux maintenant aussi bien les supprimer puisqu'on n'en a plus besoin. Une fois les fichiers décompressés,
qu'est-ce qu'on remarque tout de suite dans la liste des fichiers? Oula, c'est que tous les fichiers par type ont le même nom en entrée. On va prendre zone de danger à titre d'exemple, puisque c'est quand même le plus important. Et vous voyez, le nom est toujours le même, sauf l'extension. Ce qui fait que, par type de données, on a au maximum une triplette, mais on n'est pas obligé d'avoir des fichiers WAV ou des fichiers BMP. À ce titre, on est quand même un certain nombre à avoir complètement supprimé les fichiers WAV, car dans les agglomérations, dans les grandes villes, vu le nombre de dangers aléatoires, zones de danger et autres points d'alerte, si en plus vous avez mis sur d'autres types de POI des alertes, ça devient inaudible tellement ça sonne, quoi. Donc seul le fichier CSV est obligatoire, et pour que la triplette soit prise en compte, il faut absolument que les 3 types de fichiers aient le même nom en entrée. À quoi correspondent les différents fichiers compressés? Les fichiers danger aléatoire correspondent aux anciennes zones, aux anciens radars mobiles. Pardon. Les points routiers accidentogènes, qu'on voit là, cette notion-là n'a pas changé, c'est toujours la même, ce sont des zones ou des points, on va dire, à fort risque, sur lesquels on sait que les risques d'accident sont très importants. Enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est les fichiers nommés zone de danger. On voit qu'on a zone de danger, entrée, sortie et rappel. Alors pourquoi entrée, sortie? Tout simplement parce que la loi a changé en 2012 et on ne peut plus depuis déclarer de façon explicite les positions de radar. Donc par contre, ce qui est autorisé, c'est de déclarer une zone de danger, c'est-à-dire une zone avec des distances déterminées qui est environ 2000 mètres et à l'intérieur de laquelle on peut déclencher une alarme. Alors on déclenche cette alarme en entrée, en rappel au milieu à peu près, et en sortie. Il faut savoir que les fichiers zone de danger rappel sont facultatifs. C'est juste pour vraiment ceux qui auraient du mal à se mettre à la bonne vitesse quand il faut. Parce qu'autrement ça fait quand même une alerte en entrée, une en rappel et une en sortie, ça fait 3 alertes par radar, ça peut faire beaucoup, notamment dans les zones à fort trafic ou à forte densité comme la région parisienne, Marseille, Lyon, etc. Et donc faire quand même attention à la façon dont on paramètre ces alertes et au choix qu'on fait, soit de prendre les 3, soit de prendre que entrée-sortie. Moi, je fais partie de ceux qui ne prennent que les zones d'entrée et les zones de sortie. Alors clairement, ça correspond quand même à des zones à l'intérieur desquelles vous avez les radars fixes. À présent, on va passer à la génération du fichier GPI, qui est en fait la dernière étape avant la copie sur le GPS. Cette génération de fichiers GPI, elle doit impérativement être faite avec un logiciel de chez Garmin, comme on dit, qui s'appelle POI Loader. Donc, c'est pour ça qu'en début de présentation, je vous ai donné les liens afin de le télécharger, puisque c'est maintenant qu'il devient indispensable. Et donc, je vais le lancer. Comme je suis sous Windows 10, hein, vous avez vu qu'on passe par les tuiles, mais vous pouvez passer sous Windows 7, comme vous savez le faire, par la liste des applications. Donc là, je suis dans POI Loader. Là, quand on clique sur un propos de POI Loader, on voit que c'est la version 2.7.3 qui est la dernière. Ce logiciel n'étant pas tout jeune, hein, faut avouer. Donc c'est pour ça. Donc ici, je clique sur suivant. Il me demande si je veux le stocker sur l'appareil ou sur l'ordinateur.
c'est vous qui voyez, comme on dit. Vous pouvez donc, si vous faites ordinateur, générer des fichiers sans que votre appareil soit connecté. Si vous faites ça, il faudra penser à le copier sur l'appareil après. Donc là, on va rester sur appareil Garmin. Ce qu'il faut bien sûr, c'est avoir préalablement connecté votre GPS de façon à ce que dans l'écran suivant, il soit détecté par POI Loader. Donc là, il a trouvé assez rapidement mon 3597. Ici, il me demande si je veux installer des nouveaux points, ou alors la deuxième ligne, ce serait de supprimer tous les points. Donc faites bien attention d'installer les points. De toute manière, si vous aviez déjà un fichier GPI existant, faire attention au nom de ce fichier que vous donnez, qu'il ne soit pas le même que le fichier existant, sinon vous allez écraser l'original, ou le précédent. Alors ça, c'est l'écran voilà, le plus important, si on peut dire, où vous allez indiquer, en faisant parcourir le chemin d'accès où se situaient vos fichiers qu'on a téléchargés tout à l'heure, qu'on voit ici, tous ces fichiers-là. Donc moi, dans mon cas, c'était sur le bureau et c'est le dossier fichier CSV WAV BMP que je sélectionne bien. On voit qu'il est ici. On voit aussi que pour nommer le nouveau fichier des points d'intérêt, pour l'instant, il a pris le même nom que le dossier. Vous pouvez ici le mettre le nom que vous voulez. On va l'appeler zone TomTom Max. Ça, c'est en France, on laisse ici mètres et kilomètres. Ce champ correspond à la façon dont les calculs de seuil qu'on va voir juste après vont être faits. Vous pourriez vous mettre en pied et en miles, donc évidemment il faut faire attention puisque ça veut dire que le comportement du GPS sera différent en fonction de ce que vous mettez là. Et là, cette zone là, c'est la façon dont vous voulez maintenant utiliser POI Loader. Soit vous faites un mode express, soit on fait un mode manuel. Alors le mode express, ça veut dire tout simplement que POI Loader va regarder les fichiers, ne rien vous demander comme paramètre, et en générer un fichier GPI dont pour chaque fichier CSV il y aura des calculs de seuil de déclenchement d'alerte qui seront fonction des informations que POI Loader aura pu trouver. À titre d'exemple, on peut constater que les fichiers danger aléatoire ont un chiffre, là vous voyez, 70, 80, 90, qui correspond en fait à la vitesse limite de la zone. POI Loader, voyant ça, lui il vous demande rien, il va dire bah tiens, j'ai une vitesse à 90, donc je vais en déduire un seuil de déclenchement, ou une distance on va dire de déclenchement, qui sera de la vitesse paramétrée ici, fois 10. Soit, dans un cas danger aléatoire 90, 900 mètres. Ce qui veut dire que pour tous les fichiers qui comportent comme ça des chiffres, donc des notions de vitesse, qui peuvent être soit au niveau du nom de fichier, soit dans le contenu de chaque ligne, de chaque coordonnée, POI Loader va générer lui-même, en fait, les déclenchements d'alerte en fonction de ce qu'il voit. Et ça, on ne peut pas y déroger, sauf à passer en mode manuel, ce qu'on va faire, puisque pour certains fichiers, comme zone de danger et point routier, on voit qu'on n'a pas de notion de vitesse, que ce soit dans le nom du fichier ou dans les contenus. Donc si on laisse comme ça, POI Loader va bien les intégrer, mais ne générera pas de paramètres de distance et vitesse d'alerte. Ou plutôt, on appelle ça un seuil de déclenchement. Donc comme on a besoin de faire des paramétrages au moins pour les fichiers qu'on vient de voir, c'est-à-dire danger aléatoire, point routier, accidentogène et zone de danger, on va avoir besoin de lui déterminer une distance de déclenchement d'alerte, parce qu'autrement ça sert à rien. Donc on va passer ici en mode manuel.
pour certains fichiers déjà paramétrés, on va rien toucher, et par contre, pour d'autres, on va faire un paramétrage. Alors, quand on passe en mode manuel, on peut voir ici dans le nom, comme là, danger aléatoire 30.csv, que POLoader balaye le dossier qu'on lui a indiqué et regarde fichier par fichier. Là, on a 30.csv, ensuite on va avoir 40 ici, vous voyez, CSV qu'on a dans notre arborescence. Ensuite ici, vous voyez 50 CSV, si je continue, POLoader, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les 50. Voilà. Donc, comme je vous disais, là, POLoader, lui, peut déclencher automatiquement un paramétrage combiné de déclenchement d'alerte en fonction de la vitesse et de la distance. Et c'est lui qui va faire le calcul si on ne change rien. Donc, si on prend le premier à 30 km/h, POLoader, lui, fait normalement vitesse x 10, soit 300 mètres, sauf exception, 30 km/h, parce que c'est trop faible. Donc il reste à 400 mètres. Maintenant, si j'en prends un autre à 50, là, on voit que POLoader, au niveau du déclenchement de l'alerte, prend la vitesse limite, 50, et indique ici 500 mètres, donc 50 x 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en conditions réelles, vous allez avoir un déclenchement de l'alerte si vous êtes à une vitesse supérieure à 50, mais à une distance du point concerné inférieure à 500 mètres. Si je passe au suivant, POLoader a fait le calcul, donc il faudra que je dépasse 60 km/h et que je sois à moins de 600 mètres pour que l'alerte se déclenche. Ce qui veut dire que pour tous les fichiers comportant comme ça des notions de vitesse, si vous ne faites rien, vous aurez un déclenchement de l'alerte qui est une combinaison de la vitesse et de la distance. Donc pour gagner du temps, on va tout laisser comme ça. Vous voyez, on voit bien que ça bouge à chaque fois. 110 km/h, distance 1100. Là, on arrive à 130. On est donc presque à la fin des zones de danger aléatoire. Vous voyez qui sont ici. C'est la dernière, 130, que je vous montre dans l'arborescence. Et ensuite, il va en passer au point routier accidentogène. Et vous allez voir que on n'a pas les mêmes informations. Point routier accidentogène. Comme on ne trouve aucune information de vitesse dans ces fichiers-là, POLoader, lui, ne coche pas la case « Ce fichier contient des points d'intérêt déclenchant une alerte ». Donc pour qu'on puisse avoir une alerte, on va forcer manuellement un déclenchement. Donc si je coche ici, ça veut dire que je considère que je veux une alerte sonore qui se déclenche. Donc soit je lui indique à ce moment-là une vitesse, par exemple 50, et dans un cas comme ça, POLoader détermine automatiquement la distance qui sera de 500 mètres. Dans le cas des points routiers et des zones de danger, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir comment dire, un déclenchement d'alerte qui soit la combinaison de la vitesse et de la distance. Puisqu'on est dans une zone en fait. Donc on n'a pas normalement de précision explicite sur le point de coordonnées du radar. Donc il est fortement conseillé pour les points routiers et les zones de danger de ne paramétrer en fait qu'une distance. À ce moment-là, votre vitesse n'est pas prise en compte. C'est un peu le but recherché. Donc si par exemple ici pour les points routiers je lui dis de m'alerter à une distance de 400 mètres, ce sera fait en conditions réelles sans tenir compte de la distance, de la vitesse, pardon. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, le déclenchement des alertes sonores ne dépend pas d'une combinaison vitesse-distance, mais seulement de la distance à laquelle vous êtes de la zone
concernés. Donc voilà, pour les points routiers accidentogènes, je vais mettre d'être alerté à 400 mètres, quelle que soit ma vitesse. Et pour les zones d'entrée, je vais être alerté pareil, je vais dire à 400 mètres. Pour les rappels, on va mettre un peu moins parce que sur une zone qui ne fait que 2000 mètres, si vous mettez des rappels à 400 mètres, vous allez être alerté tout le temps. Donc là, on va mettre 100 mètres. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Et pour la sortie, on va lui mettre 400 ou 500 mètres, comme la zone d'entrée, en fait, je sais plus ce qu'on a mis. On va lui mettre 100 mètres plutôt, comme ça on est plus cohérent. Voilà. Comme c'est terminé, vous voyez que POE Loader compile et vous annonce, allez, 26 758 points d'intérêt personnalisés qui sont en fait pour l'énorme majorité des zones, des dangers aléatoires, on va dire. Il y en a énormément. Et le reste étant les zones de danger et les points routiers. Donc là, c'est terminé. Ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier sur le GPS si notre fichier a bien été généré. Donc je regarde sur mon GPS dans le dossier POI. Et je vois que ma zone de danger que j'avais appelée zone TTM, que mon fichier il a bien été généré. Voilà, le tuto est à présent terminé, votre fichier GPI est généré, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne en conditions réelles, notamment pour le déclenchement des alertes sonores, puisque c'est souvent ça qui pose problème. J'espère que ça vous sera utile et bonne route à tous.